Bonjour à tous. On va commencer par une petite présentation. Donc, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je fais du bateau depuis très longtemps, pour ainsi dire un peu depuis toujours. Et je suis marin professionnel depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est-à-dire que je suis payé pour faire aller les bateaux le plus vite possible en course. Il y a quelques années déjà que j'ai comme ambition de faire le Vendée Globe, et la vie a fait que j'ai réussi à enclencher ce merveilleux projet, et une raison pour laquelle aujourd'hui je suis mon propre skipper. D'habitude les ordres venaient du capitaine derrière, aujourd'hui c'est moi le capitaine, et voilà. On a voulu ce projet, donc le projet a démarré il y a 1 an, vraiment, concrètement, on s'est tapé dans la main avec Fortil en disant on part, on y va. Et on n'a pas été n'importe comment. C'est comme souvent dans l'histoire d'entrepreneurs ou de start-up, comme on dit maintenant. Ça a commencé dans le salon, avec les potes. Clément, il va falloir que tu te fasses connaître sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de trace de toi. Tu fais ce métier-là depuis 15 ans. Tu gagnes ta vie avec ça. Tu nourris tes enfants avec ça, mais il n'y a pas de trace de toi. Bon, ok, ça marche comment la communication? Ça marche comment de faire un budget? Comment on s'y prend pour trouver de l'argent? Est-ce que les banques suivent? Les banques ne suivent pas? On a quoi comme... voilà, toutes les questions que vous avez peut-être un jour dans votre vie et projets que vous avez mis en place, hein, que ce soit refaire le toit de la maison ou finalement on était une entreprise, on s'y prend de la même façon. Sauf que là, on était entre potes et ça a commencé comme ça. Et puis on a eu la chance de trouver Fortil. On s'est dit, on ne va pas le faire comme tout le monde, parce que une des causes pour lesquelles moi je voulais vraiment faire ce projet différemment, c'est dire la course au large, c'est fermé, les bateaux sont fermés, souvent c'est inatteignable, on ne peut pas parler aux gens, on ne peut pas parler aux skippers. C'est quelque chose qui, moi j'étais dans le métier et j'ai toujours trouvé ça assez dur. On s'est dit, ben non, on va le faire partager, on veut le faire partager, on va le faire partager. Et donc l'origine du projet, c'est de dire on fait partager notre truc. Et euh, quand on se tape la main avec Fortil, et ben c'est sur ces valeurs-là en fait qu'on part, c'est-à-dire on va partager les choses tout du long, mais pas de manière juste des vidéos en mer, à dire ah c'est super, non, on va vraiment le partager. Gros travail avec les associations depuis 1 an et demi, gros travail avec les écoles depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que c'est que le monde de la course au large? En plus, le projet est dans le sud, il est à Toulon, donc avec moins de connaissances que vous pouvez avoir, vous qui voyez ces bateaux tous les 2 ans, avec côtoyer les skippers, côtoyer toutes ces grandes marques et toute l'effervescence, ils le côtoient beaucoup moins par là-bas. Donc on a aussi ça à construire, à faire entrer dans les mentalités. Qu'est-ce que la course au large et pourquoi nous on se bat? On ne fait pas du bateau que pour... on n'est pas des enfants gâtés qui veulent faire que du bateau, on veut aussi le partager, le faire goûter, faire découvrir tout cet univers de la mer qu'on oublie un peu. Nous, à Toulon, comme Le Havre, tout le commerce se faisait par la mer. Donc c'est des valeurs qu'on oublie, mais tout le commerce se faisait par la mer. Aujourd'hui, tout le monde, on ne regarde plus la mer, quoi. Alors que c'était vraiment le vivier, c'est tout arrivé par là. Donc il y a toute cette reconstruction et cet amour de la mer à faire, à mettre en avant. Et on a effectivement fait beaucoup de choses en termes sportifs et en termes social et sociétal pour faire avancer ce projet. Alors, donc j'ai fait des courses. À chaque fois qu'on fait des courses en Bretagne, on descend à Toulon. Donc on fait tout le tour. On est chez nous, on est avec nos partenaires. Et puis après, on remonte en Bretagne pour pouvoir faire des courses. Donc à chaque fois, on fait 4000 milles. Donc ça fait quasiment 7000 km. C'est une volonté d'être chez soi, comme je vous disais, de mettre en avant. On avait comme objectif cette année principale la Transat Jacques Vabre. Et lundi soir, donc tout prêt, contrôle sécurité de fait, tout nickel, on laisse les feux allumés. Protocole habituel de on quitte le bateau, on éteint tout sauf les feux pour que les contrôleurs puissent voir que nos feux de navigation fonctionnent. On part, donc on devait repasser 1 heure après au bateau pour tout éteindre. Et on part, on est au bout du quai, on voit des gens courir, regarder un panache de fumée. C'était notre bateau qui prenait feu. C'est, pour ainsi dire, j'en ai des frissons encore, on en a beaucoup pleuré. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'autrement je vais repleurer. C'est la vie
Et c'est la vie d'une entreprise et d'un projet. C'est-à-dire que tout est nickel, on a tout fait parfaitement, humainement, tout le monde est à l'heure, payé à l'heure, on fait les choses correctement. Et à un moment, on est à 5 jours d'un départ, et en 10 minutes, plus rien. Plus rien sur le moment. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir une suite, mais plus rien. Comment ces projets-là, ils se gèrent? C'est pour... Donc, du coup, je ne vais pas vous parler que de bateaux, on en parlera, on va y revenir après, mais du coup, on s'est dit c'est peut-être intéressant d'avoir devant des chefs d'entreprise, des employés et des pères et mères de famille, comment on gère une crise dans ce type de projet. On est majoritairement, comment dire, on se prémunit de ça normalement. L'incendie, c'est un fait hyper rare. Ça ne s'est jamais vu sur un départ de course, jamais. C'est hyper rare, donc c'est un vrai fait exceptionnel. On est habitué, nous, à gérer des crises, mais différemment, pour plusieurs raisons. Donc on va juste rappeler ce que c'est qu'une crise, hein. C'est un événement négatif et non anticipé. Je crois que là, on l'a bien compris. Et c'est des avaries mineures, majeures, et qui fait que le bon déroulement du projet ou de la suite ne peut plus se faire. La priorité, c'est la gestion humaine. Je lis un petit peu parce que c'est vrai qu'on a fait le doc, du coup, on a remis le doc dans une forme un peu plus audible. La gestion humaine, puis technique, bien sûr, il faut gérer le problème tout de suite, quoi. Donc ça, quelle que soit la chose, il faut gérer le problème. On a eu la chance de ne pas avoir de blessés, de brûlés, de quoi que ce soit. Ça a été vraiment le point le plus important. Ça a été quelque chose qui est très dur à vivre. En plus, moi, j'avais femme et enfant sur le quai, on était tous ensemble, donc on l'a vécu en famille en plus. Pourquoi doit-on gérer une crise ? Mais j'allais revenir après sur ça, mais je vais le faire comme ça. Mais on doit gérer une crise parce que si... Alors déjà, il y a tout l'aspect humain, on fait attention à ce que personne ne se fasse mal. Après, on met en sécurité, sur le fait, là, on met en sécurité le bateau pour pas que... Nous, on a failli faire... Le mât était à 2 doigts de tomber. Donc on a un mât de 30 mètres, s'il tombait en plus là sur le parvis, je ne vous raconte pas. Si on avait fait brûler le bateau à côté, je ne vous raconte même pas, là, c'était une hécatombe qu'on faisait. Donc on a réussi à gérer, donc on a géré la crise sur le moment, avec les pompiers, avec les techniciens, les autres équipes qui ont été fabuleuses parce qu'on a tous agi sur le truc. Donc là, on a géré la crise sur le moment. Très rapidement, il y avait des gens sur le quai qui prenaient des photos. Et là, il y a quelque chose qui vous échappe. Vous n'avez pas le choix. On est en train d'agir, nous, pour sauver le truc. Mais en direct, les réseaux sociaux prennent le relais. Et là, vous n'avez rien dit. On suppute sur une situation. On déclare les gens déclarent que vous avez fait des choses. Alors que même vous ne savez pas ce qui s'est passé. On vous dit qui vous êtes, on vous dit ce que vous avez fait, quoi. Fabuleux, génial. Donc la gestion de crise, elle est faite aussi, et pour rapidement au niveau communication, prendre tout de suite le dessus, reprendre la main et ne pas laisser dire des choses. Je ne parle pas du petit commentaire à la con de Tartampion, dire ah oui, est-ce qu'ils ont éteint le cendrier, le mégot dans le cendrier, le machin. Non, on ne parle pas de ça, on parle de choses concrètes qui vont pouvoir derrière réellement et vraiment entacher votre partenaire qui s'investit corps et âme, une équipe qui s'investit corps et âme, et une organisation de course qui s'investit corps et âme. Donc on se doit rapidement de protéger tout ça. Donc, dans la demi-heure qui est de l'incident, un communiqué de presse est sorti. Voilà. Ça, c'est dans la gestion de crise. Reprendre rapidement le dessus, reprendre la main sur la communication. That's it ? Des avaries. Alors, nous, on est habitués, donc on a des protocoles. Ça veut dire que en mer, on est qualifié pour... nous, on est qualifié, donc on est qualifié pour éteindre des feux, on est qualifié pour faire des massages cardiaques, on est qualifié pour savoir se recoudre, on est qualifié pour... on passe toutes ces qualifications-là. Donc en mer, quand on est en bon marin, on doit gérer ces trucs-là. Donc ça, c'est vraiment c'est notre huis clos à nous, et on est formé pour ça. Donc notre gestion de crise interne, elle est bien protocolaire peut-être. Elle est bien, en tout cas, les strates sont claires, quoi. On sait ce qu'on a à faire, dans quel ordre. Donc tout ça, on connaît. On est habitué à ça.
À terre, c'est pareil. Alors, on a des protocoles qui sont établis pour dire comment ça doit se passer en fonction du type d'avarie. Donc on a des avaries mineures, des avaries importantes matérielles, des avaries majeures, et puis après les déclenchements de balises qui sont vraiment quelque chose qui sont très durs pour le côté marin, en tout cas, qui font que potentiellement il y a des accidents humains ou la perte d'un équipier ou des choses un peu assez horribles. Je crois qu'on en sait quelque chose ici, hein. On est quand même dans le bassin Paul Vatine, quoi, pour mémoire. Pour nous, la cellule de crise, ça se passe comme ça. Donc il se passe des choses à bord, le skipper, le co-skipper, et on a vraiment on a deux grosses responsabilités. C'est d'une, savoir ce qu'on fait avec la direction de course. Donc on est obligé de les avertir, ils ont des décisions à prendre, ils couvent, des fois justement pour pas que le sujet leur échappe ou nous échappe, surtout dans le cas d'accident, il faut faire très attention, hein. Moi, le premier numéro sur la liste des gens à appeler, c'est pas ma femme, c'est ma chef de projet. Pas que le comité de course appelle ma femme en direct, quoi. Surtout, on prend le temps, on réfléchit. Donc après, il y a le boat captain. Boat captain, c'est le responsable du bateau. C'est celui qui est en charge les problèmes matériels, qui connaît le bateau et qui est capable éventuellement de nous assister. Et puis après, le chef de projet. Et là, donc, on voit bien qu'il y a du technique, qui est là-haut, en bleu, et de la communication. Et il y a tout, la part communication devient quasiment, alors je pense que ce n'était pas le cas il y a quelques années, devient aujourd'hui primordiale, comme on vient, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc une fois qu'on a décidé de ce qu'on allait dire et comment on allait s'y prendre, ben là on rentre sur une communication et on fait attention aux propos, le langage, comment on fait, quelle va être la stratégie. Et par exemple, Anne ici présente, qui fait partie de la communication du projet, il y a 15 jours, nous a envoyé à tous, les concernés, notre protocole interne à l'équipage, à l'équipe, notre protocole de gestion de crise. Donc la communication en course, qu'est-ce qu'il faut dire, la communication du bateau, et puis ce qu'on doit dire, et puis après par rapport en interne dans l'entreprise partenaire, et ce qu'on va dire au grand public finalement. Hein, pour vous dire, oui, qu'effectivement, on est joignable 24/24, c'est que les filles, elles se relaient, même quand elles doivent prendre le train pendant 2 heures et qu'on ne va pas être joignable, elles se repassent les téléphones, quoi. Elles font permuter les téléphones pour vraiment être tout le temps joignable. Donc voilà, la gestion de crise, aujourd'hui on y est, on est dedans. Là, voilà, des experts ont commencé à passer au bateau. On a repris le dessus, on a repris la main sur la communication. On a nécessairement une stratégie qui est en train de se mettre en place pour que le partenaire, ça reste pas en gros titre a pris feu, quoi. Nanana a pris feu. Ça, c'est vraiment le plus dur pour le partenaire. Surtout qu'on est un jeune partenaire, on est une relation toute jeune. Et donc, la reconstruction, voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à être devant vous aujourd'hui, c'est pour dire, c'est aussi preuve et on a besoin de se relever et il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a eu de la colère, on s'en veut, il y a de la tristesse, de la colère et aujourd'hui on est sur la phase d'avancement et c'est dans l'action. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois. C'est dans l'action que je vais pouvoir continuer et qu'on va pouvoir continuer avec toute l'équipe parce qu'on ne peut pas s'en vouloir de rien. Et on a suivi nos protocoles. On peut pas, voilà, c'est comme ça. C'est un incident. Et le planning, du coup, on va faire réparer ce bateau parce qu'il n'est pas complètement mort. Pas du tout même. On a une zone abîmée, donc il va falloir que les experts passent. Et puis on va rentrer dans un chantier. Et puis, comme j'ai dit aux enfants l'autre soir, on va l'emmener à l'hôpital. on va recoudre ce qu'il y a à recoudre, changer ce qu'il y a à changer. On espère que tout le jeu des assurances qui commence, comme tout le monde le sait dans cette salle, on a toujours tous eu un jour ou l'autre affaire aux assurances, de près ou de loin. Et donc, il y a toute une discussion qui s'installe, qui va faire quoi, comment, quand, à quel prix, quelle est la philosophie de l'assureur, quelle est la philosophie de l'assuré, et y a-t-il des tiers, classique. Donc aujourd'hui, on se dirige vers l'avenir, et l'avenir, c'est quand même de faire le Vendée Globe en 2020. Donc ça, c'est le 8 novembre 2020. Et que les prochaines courses, ce pourquoi on va tout faire pour être rapidement à l'eau et se réentraîner rapidement avec notre beau bateau, c'est d'être à la prochaine course qui est le
10 mai au départ de Brest, et qui ira à Charleston aux États-Unis. Et puis, quelques jours après l'arrivée, on sera au pied de la Statue de la Liberté pour revenir en Vendée, au Sable d'Olonne. Donc, 2 transatlantiques consécutives en solitaire sur ce bateau, qui seront en plus qualificatifs, qui continueront ma qualification vers le Vendée Globe. Voilà. Petit mot sur le Vendée, on a le droit. Donc on ne parle pas de la Transat Jacques Vabre, je suis désolé, j'ai besoin de passer cet épisode-là. J'espère vraiment, pourquoi pas, pour prendre rendez-vous en 2021 pour la prochaine Transat Jacques Vabre. J'avais vraiment à cœur, je l'avais préparé en plus en 2003 avec Laurent Bourgnon. Feu Laurent Bourgnon. Et j'avais vraiment à cœur, quand je me suis dit quand même, en 15 ans, tu retournes et c'est toi le skipper. J'avais une certaine fierté à partir. Je suis vraiment désolé de paillettes, quoi, mais vraiment, vraiment, quoi. Et donc, on va quand même continuer vers l'objectif qui est de faire le tour du monde en solitaire sur ces beaux bateaux de 18 mètres, ces machines incroyables. Qui donnent autant de plaisir que font peur quand on navigue dessus. Et donc de tour du monde sans escale, sans assistance, et par les 3 caps. Une épreuve qui, avec mon bateau, normalement devrait tourner autour de 90 jours, quoi. Le record de mon bateau, c'est 91. Alors j'espère bien que je ferai moins de 91 jours avec ce bateau. Voilà, bon, c'est mes petits challenges, c'est les petits challenges personnels. Donc c'était juste une petite page sur les, oui, bon, c'est pas sur on va pas faire la pub du Vendée Globe, mais pour faire prendre conscience de la machine incroyable qu'est le Vendée Globe, quoi. Ça touche, je crois, en moyenne 70 fois, 74 fois chaque Français. C'est une très très grosse machine. Et quand on commence dans son salon, comme je vous disais la dernière fois, trouver des gens à qui il faut faire comprendre que cette incroyable machine, il faut la mettre en route, et les retours aussi, les retours que ça fait. Donc voilà, bon, des retombées, des retombées. Et puis on va juste parler rapidement de mes parrains et des petits partenaires, juste que vous visualisiez nos partenaires techniques, parce que voilà, parce qu'ils nous accompagnent quand même tous les jours, ils croient en nous depuis le début. Des fois, c'est des toutes petites aides, des fois, c'est des aides un peu plus conséquentes, mais ils font partie, ils sont embarqués à bord. Et voilà, c'est une belle habitude. Un petit mot sur Fortil, ouais. Donc Fortil, c'est parce que pour vous dire, comme on est tout jeune, on n'a pas de baseline, quoi. Tout le monde me demande ce que c'est que Fortil, donc ça, c'est des choses aussi à améliorer. C'est en cours. Fortil, c'est une entreprise qui est assez jeune, qui a une dizaine d'années, qui est en conseil en ingénierie. Donc ils ont un panel d'ingénieurs et ils les envoient sur des missions concrètes en rapport avec les grands comptes et des besoins ponctuels ou plus longs. Ça va d'une journée formée sur un logiciel à passer 2 ans sur un circuit ferroviaire. C'est vraiment sur tous les secteurs. C'est une entreprise qui est jeune, qui est super dynamique. La moyenne d'âge, c'est 32 ans. Ils sont des gros bosseurs et avec un relationnel qui est assez exceptionnel. Et puis ils sont je trouve assez avant-gardistes sur certains points au niveau gestion de l'entreprise. Voilà. Ah, ils recrutent. Ah oui, ils recrutent. Ils recrutent. Alors, si vous avez, voilà, ils recrutent. Non, mais c'est vrai qu'ils ont des besoins, permanents. Ils ont des besoins permanents. Si vous avez des enfants qui cherchent hein, ouais, 100 ingénieurs par an, ouais, ils recrutent. Ouais. Donc voilà. Pas hésiter à consulter ou même à passer par nous pour pouvoir créer une relation. Ça sera avec plaisir.